David Poincheval est pour moi incontestablement l'un des meilleurs cryptographes français et internationaux. Et lorsque j'ai récupéré sa biographie, j'ai été extrêmement impressionné parce qu'elle est juste laconique en fait. Donc je vais intégralement lire la biographie que j'ai récupérée. Donc David Poincheval, ancien élève de l'école normale supérieure, il a obtenu sa thèse de doctorat en 1996 sous la direction de Jacques Stern et dont le sujet portait sur les preuves de connaissance et les preuves de sécurité en cryptographie. Il a rejoint le CNRS en 1998 au département d'informatique de l'ENS, dont il est désormais le directeur adjoint. Il est également responsable de l'équipe de cryptographie de ce département. Point. Il ne mentionne même pas en fait qu'il est lauréat d'une ERC, voilà, en passant. Et en fait, pour moi, si je peux me permettre, David Poincheval, c'est en quelque sorte le couteau suisse de la cryptographie française, parce qu'il est capable de travailler aussi bien sur la cryptographie symétrique, la cryptographie asymétrique, des preuves de sécurité, des protocoles à base de mots de passe sur du paiement. Et aujourd'hui, donc il nous parle de la sécurité du cloud, et en particulier, je pense qu'il va nous parler de privacy. Oui. Voilà, merci. Bon, merci Gildas pour l'introduction. Donc oui, donc la question qu'on m'a posée pour aujourd'hui était quelle sécurité peut-on attendre du cloud? Donc on en a déjà pas mal parlé du cloud aujourd'hui, et notamment avec l'exposé de Damien. Et donc je vais reprendre un petit peu la motivation de tout le monde avec le cloud. Donc vous utilisez tous, pour la plupart d'entre vous, j'imagine, l'un de ces multiples stockage externalisé de données commerciaux ou non commerciaux, avec comme objectif de pouvoir accéder à vos données depuis n'importe quel appareil, votre ordinateur, votre téléphone, votre tablette. Et surtout, vous voulez pouvoir faire un peu tout et n'importe quoi avec, surtout donc stocker des données, des documents, des photos, mais pas uniquement le stockage. Donc là, le cloud, tant qu'on le voyait comme uniquement un espace de stockage, les problèmes que je vais évoquer ne se posent pas vraiment. Mais ce que vous attendez du cloud, c'est non seulement de stocker des documents, mais vous voulez aussi pouvoir... Alors, notamment quand on parle de photos, de pouvoir les partager. Quand vous avez des photos, vous voulez les partager avec votre famille, vos amis, les documents avec vos collègues. Vous voulez aussi pouvoir traiter ces données. Alors, pour reprendre les images, quand vous avez stocké des images, vous voulez pouvoir faire des traitements sur ces photos, reconnaissance de visage, suppression des yeux rouges, etc. Vous voulez aussi pouvoir interroger toutes les données qui sont stockées. Si vous avez stocké une base de données, vous pouvez vouloir interroger cette base de données. Alors jusqu'à présent, tout cela, enfin jusqu'à déjà un passé assez de quelques années, tout ça, quand vous aviez des données importantes comme ça à stocker, vous les stockez sur un disque dur, soit local sur votre machine ou un disque externe. Et donc vous aviez une sécurité suffisamment importante, mais là maintenant, avec ce stockage externalisé, la seule chose que vous avez, c'est la garantie que le cloud vous dit rassurez-vous, j'ai bien stocké les données, rassurez-vous, je ne lirai pas ce qu'il y a d'écrit dessus, rassurez-vous, vous voulez les partager uniquement avec vos amis, je ferai attention à ce que uniquement vos amis y aient accès. Mais malheureusement, ces contrôles d'accès, ces garanties de sécurité sont au bon vouloir du prestataire de service. Non que je ne fasse pas forcément confiance à ces prestataires de services, mais on sait bien, et ça a été évoqué à plusieurs reprises dans ces journées, c'est qu'il y a des failles de sécurité qui peuvent avoir lieu, ou aussi rien que et sans doute la faille la plus importante, c'est des failles des failles humaines au sein du prestataire ou de personnes mal intentionnées à l'extérieur. Donc ce que l'on aimerait quand on a un stockage externalisé, on aimerait avoir finalement, avec le cloud, pouvoir avoir la même garantie qu'avec son disque dur externalisé, son disque dur local, et donc avoir les mêmes garanties. Et donc dans un premier temps, au moins la garantie de stockage, donc ça je vais pas l'évoquer, mais c'est ce que vous voulez aussi être sûr, vous stockez vos photos, vous voulez être sûr que dans 10 ans vous allez pouvoir les récupérer.
Mais vous voulez, donc effectivement, le sujet essentiel du stockage externalisé, c'est le respect de la vie privée qui risque d'être mis en danger. Puisque comme je le disais, le prestataire vous apporte toutes ces garanties, mais vous aimeriez vraiment que les données restent confidentielles, que les amis, les utilisateurs auxquels vous avez partagé l'accès restent anonymes, et que lorsque vous faites des opérations, éventuellement des opérations sur ces données ou des requêtes, que les requêtes restent confidentielles vis-à-vis de ce prestataire, enfin vis-à-vis de tout le monde, y compris et en particulier du prestataire. Donc quand je parle de ce respect de la vie privée, encore une fois, vous aurez toujours, bien sûr, dans les petites notes du prestataire de dire « je vous garantis tout ça », mais nous, quand on veut le garantir d'un point de vue cryptographique, c'est ce que je mettrai tout à l'heure, la confidentialité ou la vie privée by design, c'est que l'on souhaite que même si le prestataire est lui-même malveillant, on veut qu'il ne soit en mesure de récupérer de mettre à mal aucune de ces notions de sécurité, confidentialité, anonymat et secret des requêtes. Alors maintenant, la question que vous pouvez vous poser, bon, même si vous avez déjà un début de réponse avec l'exposé précédent, comment peut-on espérer concilier le respect de la vie privée et puis la possibilité de faire des requêtes sur ces données. Donc une première notion simple, c'est bien sûr le chiffrement. Alors donc, comme je le disais, comme on souhaite avoir de la sécurité ou de la confidentialité par construction, by design, la seule chose qui a du sens, c'est vraiment de protéger les données dès leur départ de votre téléphone ou de votre ordinateur. Et donc il faut que le chiffrement soit effectué à la source. Et donc vous les envoyez, et donc le prestataire, bien évidemment, il reçoit les données chiffrées, il va les stocker, donc il ne les connaît pas. Alors l'inconvénient, c'est que là, c'est bien, on a bien de la confidentialité, mais vous avez chiffré ces données, et vous seul pouvez y accéder. Donc on est revenu un peu au disque dur que vous aviez chez vous, mais sur lequel vous pouvez écrire, vous pouvez lire, mais vous n'avez aucun moyen de partager. Et bon, pour le traitement des données, on y reviendra un petit peu plus ultérieurement. Donc, hop. Ah, ça va trop vite. J'en étais où? Hop, voilà, donc donc comment peut-on espérer partager ces données? Alors en fait, il y a deux notions de type de partage. Il y en a un qui est relativement simple que je vais illustrer, qui est si vous voulez faire un partage complet de vos données, donc ce que j'appellerais à plusieurs reprises du tout ou rien, ensuite on verra plutôt un partage de données partiel, s'il s'agit là cette fois-ci d'avoir une grosse base de données et vous voulez simplement donner accès à des informations agrégées, statistiques, etc. de cette base de données, donc qui répondra en partie, je pense, à la question posée tout à l'heure. Et donc pour l'accès complet aux données, donc il existe depuis un paquet d'années, depuis 1994, ce que Fiat et Naor ont proposé sous la terminologie de chiffrement broadcast. Et comme cadre d'illustration, on peut voir la télé à péage par exemple. Vous avez la personne qui veut diffuser des informations, mais un ensemble de personnes bien précises. Donc il a à l'esprit ce qu'on appelle l'ensemble cible des destinataires de cette donnée. Et ce qu'il va faire, donc il va envoyer les données chiffrées, mais à destination de cette liste de destinataires potentiels. Donc, en gros, pour la télé à péage, ceux qui ont payé l'abonnement. Et donc, ensuite, tout le monde a finalement accès à ces données chiffrées, mais celui qui était parmi les destinataires cibles va pouvoir récupérer la donnée en clair. Par contre, celui qui n'était pas dans les destinataires cibles n'arrivera pas à récupérer quoi que ce soit. Aucune information sur ces données chiffrées. Mais donc, comme je le disais, là, donc on a des techniques relativement efficaces de chiffrement par broadcast, mais il s'agit de chiffrement, de transmission tout ou rien, puisque donc, soit vous êtes dans l'ensemble cible, soit vous n'y êtes pas. Donc là, il n'y a pas de...
Bon, donc ça permettrait notamment, ça c'est une première approche pour vous permettre de partager des données auprès de vos amis, votre famille, en ciblant qui va pouvoir accéder aux documents ou aux photos que vous mettez dans le cloud. Alors le chiffrement homomorphe, donc je vais y passer très rapidement puisque donc Damien vient d'en parler. L'approche du chiffrement homomorphe peut a priori résoudre le problème du traitement des données, puisque là, au lieu d'avoir des données en clair qui sont stockées, que vous demandez à traiter à l'aide d'un circuit, donc en reprenant l'application que je donnais tout à l'heure, le traitement des yeux rouges, par anti-yeux rouges, par exemple sur des photos, et qui vous donne ensuite le résultat obtenus sur ces données, sur ces images. Vous pouvez envoyer vos données, vos images de façon chiffrée dans le cloud, et vous pouvez, le cloud va pouvoir effectuer la même opération que ce qu'il aurait fait sur les données en clair, mais il va les faire à l'aveugle sur les données chiffrées, de façon à vous fournir, à vous transmettre ensuite le résultat, mais sous forme chiffrée, puisque, donc, comme Damien vous l'a expliqué, on manipule tout à l'aveugle, le cloud a les données chiffrées, il manipule ces données chiffrées, et ce qu'il obtient à la fin, c'est le résultat, mais sous forme chiffrée. Et donc, justement, c'est ce que je mets là comme conclusion ici, mais le résultat, il est chiffré. Donc si vous voulez faire du partage avec des amis, si vous voulez faire une interrogation de base de données, par exemple, bah là, ça reste encore à destination d'un unique individu. Alors, c'est plus du tout rien, puisque là, vous pouvez avoir du traitement de données, notamment de l'agrégation ou des statistiques ou comme Damien l'évoquait aussi, de prédictions médicales, etc. Mais le résultat n'est pas en clair et donc n'est pas accessible à tous ou facilement. Et donc, l'approche qui a été proposée en 2011 par Bonnet, Saha et Waters, donc qui est relativement récente, a été un outil donc, qui s'appelle donc le chiffrement fonctionnel et qui répond à un très grand nombre d'applications qu'on peut avoir dans ce stockage de données, notamment de bases de données qui seraient dans le cloud, pour permettre à plein de personnes d'accéder à des données, alors justement là cette fois-ci partielles. Donc comment peut-on illustrer ce chiffrement fonctionnel ? Vous avez encore une fois donc un propriétaire des données, mais même on pourrait un peu partager les rôles. Vous avez une autorité qui a une clé maître qui va lui permettre de générer des sous-clés K indice F. Et ces clés K-indice F, que l'on pourra appeler les clés fonctionnelles, sont spécifiques à la fonction F que l'on souhaite pouvoir faire calculer. Alors par exemple, là, j'ai donné à un individu la fonction addition et à l'autre individu la fonction multiplication. Donc lorsque quelqu'un envoie des données chiffrées dans le cloud, donc là, bien sûr, personne n'a accès à ces données, à ce document complet. En revanche, la personne qui a la clé fonctionnelle de l'addition obtient la somme des données qui sont stockées dans le cloud. Celui qui a la clé de la multiplication obtient le résultat, la multiplication de toutes ces données. De façon plus générale, à partir d'un chiffré de X, lorsque je possède la clé KF, si j'effectue l'opération de déchiffrement du chiffré grand C à l'aide de la clé fonctionnelle KF, ce que je vais obtenir, c'est l'évaluation de la fonction F sur l'input en clair, enfin sur l'input X. Donc là, cette fois-ci, ça n'est plus une évaluation d'une fonction sur des chiffrés qui vous donnerait le résultat chiffré, le chiffré de f de x, mais là, cette fois-ci, votre clé fonctionnelle est là, cette fois-ci, vraiment une clé de déchiffrement fonctionnel. Et donc, à partir d'un chiffré de x, vous obtenez f de x. Et donc cela vous permet vraiment bien de contrôler la quantité d'informations que vous allez partager, puisque vous pourrez donner spécifiquement à un tel ou un tel la clé fonctionnelle qui correspond au type d'information qu'il a le droit d'obtenir, donc notamment sur des agrégations.
Alors, le chiffrement fonctionnel est quelque chose de très très général quand on voit la définition que j'en ai donnée. Et finalement, après la définition qui avait été faite en 2011, les applications qui ont été faites par la suite ont été relativement décevantes, je dirais, puisqu'elles se sont contentées d'appliquer ceci à du contrôle d'accès. Alors, comment peut-on voir le chiffrement fonctionnel comme du contrôle d'accès? Imaginons que la fonction f que l'on va demander à faire évaluer, c'est fid de xy. Et cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde si y, c'est l'identité qui est en indice de la fonction f. Si oui, alors je retourne x, sinon je retourne rien. Ça veut dire que cette fois-ci, moi, en tant que chiffreur, quand je chiffre des données, je vais dire je veux chiffrer x à destination de cette identité-là. Et donc, tout le monde va recevoir le chiffré, mais seulement celui qui connaît la clé fonctionnelle liée à l'identité, donc qui connaît finalement la clé de déchiffrement liée à sa propre identité, aura la possibilité de déchiffrer. Et donc on est revenu à ce qui avait été proposé au début des années 2000, le chiffrement basé sur l'identité. Bon, là on peut même atteindre des notions d'anonymat, puisque quelqu'un qui n'a pas la bonne identité constatera qu'il ne peut pas déchiffrer, mais ne saura pas qui était destinataire. Mais on reste finalement sur cette notion de tout ou rien. Je corresponds à l'identité ou pas, et donc je déchiffre ou je ne déchiffre pas. Ça a été, on peut le voir aussi de façon un peu plus générale, où au lieu d'avoir une identité unique, d'avoir un groupe, et là de vérifier que le Y appartient à ce groupe, et alors je peux déchiffrer, sinon je ne peux pas déchiffrer. Donc ça illustre, ça généralise finalement le chiffrement par broadcast que j'ai présenté tout à l'heure. Mais avec le chiffrement fonctionnel, on peut finalement représenter n'importe quel type de contrôle d'accès, et même ce qui avait été proposé par la suite, les chiffrements basés sur des attributs, du chiffrement basé sur des prédicats, que je ne détaillerai pas, mais donc qui finalement reste du chiffrement toujours, comme je le disais tout à l'heure, des chiffrements avec du tout ou rien. Donc c'était un petit peu décevant quand on a vu toutes les applications qui ont découlé de cette primitive qui initialement était très prometteuse de chiffrement fonctionnel. Et donc peut-on espérer faire de vrais calculs et notamment pouvoir interroger une base de données chiffrée de façon à obtenir le résultat en clair. Et bien, donc il se trouve que de façon générique, on a des solutions génériques qui permettent d'instancier un chiffrement fonctionnel pour n'importe quel type de fonction. Mais bon, là, j'ai laissé les mots en anglais de Indistinguishable Obfuscation ou Multilinear Maps, qui sont deux notions qui ont fait beaucoup de bruit ces dernières années et qui sont, alors comme je le mets, toutes deux inefficaces, voire désormais inexistantes, puisque de nos jours, maintenant, je crois qu'il n'y a plus aucune de ces approches qui tiennent vraiment la route, mais les solutions génériques qui avaient été proposées de chiffrement fonctionnel essentiellement se reposaient sur ces méthodes qui sont très 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 lourdes et donc je pense complètement à des ordres de grandeur bien au-delà encore du chiffrement complètement homomorphe évoqué par Damien tout à l'heure, où là au niveau mise en œuvre, c'est même pas dans plusieurs siècles qu'on pourrait voir ça. Donc la question qu'on s'était posée, c'est peut-on instancier au moins pour des fonctions qui auraient du sens du chiffrement fonctionnel pour des évaluations concrètes. Et donc la première, et il me semble encore à ce jour la seule, donc, a été proposée pour effectuer donc des évaluations de type produit scalaire et donc de façon plus concrète des calculs de moyenne pondérée. Alors avant de l'illustrer spécifiquement sur un exemple, je vais montrer ce qu'on attend comme modèle de sécurité, comme notion de sécurité, donc pour voir ce qu'on peut espérer comme protection contre un attaquant, avec du chiffrement chiffrement en général, mais en particulier avec ce chiffrement fonctionnel. Donc on a l'attaquant là qui est en rouge à droite, qui a accès bien sûr à toutes les données publiques. Il peut demander toutes les fonctions qu'il souhaite, c'est-à-dire il va obtenir toutes les clés fonctionnelles de son choix pour toutes les fonctions qu'il pourrait demander. À un moment, il va dire je vais demander à chiffrer x0, x1, et le challenger, là, à gauche, va en fait choisir l'un des deux, xb, et va chiffrer l'un des deux. Et le simple objectif de l'attaquant, c'est en posant encore éventuellement d'autres requêtes de clés fonctionnelles, il doit deviner la valeur petit b, c'est-à-dire il doit savoir si j'ai chiffré x0 ou si j'ai chiffré x1.
Alors bien sûr, vous allez me dire, c'est très facile s'il pose certaines fonctions qui sont bien choisies, et notamment une fonction qui permettrait de différencier x0 de x1. C'est-à-dire, si par exemple x0, la moyenne si la somme de tous les x0 c'est 10, et la moyenne celle dans x1 c'est 12, il demande la fonction qui calcule la moyenne et il verra s'il a obtenu la moyenne de x0 ou de x1. Donc la seule contrainte qu'on va lui imposer, c'est que toutes les requêtes f qu'il va faire doivent satisfaire la propriété qu'elles s'évaluent de la même manière sur x0 et x1. Donc ça, c'est une contrainte indispensable si on veut avoir un quelconque niveau de sécurité. Par contre, ça va être la seule contrainte qu'on va lui imposer, c'est-à-dire qu'il pourra poser toutes les requêtes qu'il veut comme cela, mais ensuite, son objectif sera d'essayer de distinguer si on lui a chiffré x0 et x1. Et ça, cette notion-là, qu'on appelle la sécurité sémantique, qui est également la notion de sécurité qu'on exige sur du chiffrement complètement homomorphe, qu'on exige sur tout schéma de chiffrement, on peut se rendre compte que ça caractérise le fait qu'un attaquant ne peut pas apprendre un quelconque bit d'information sur le message clair quand il voit le chiffré. Et le fait d'avoir accès à plein de fonctions, de clés fonctionnelles, ça modélise aussi la résistance aux collusions. C'est-à-dire que ce que l'on veut surtout caractériser, ce qui est très important, c'est qu'un attaquant, s'il est capable de calculer une certaine fonction sur le x, il est capable de calculer une autre fonction sur le même x, etc., enfin, s'il a des clés fonctionnelles, la seule chose qu'il arrivera à calculer à la fin, c'est chacune de ces évaluations sur le clair du chiffré qu'on lui donne, mais il n'arrivera pas à combiner les clés fonctionnelles de façon à lui donner le pouvoir d'évaluer une autre fonction qui ne serait pas incluse dans les fonctions qu'il a demandé à évaluer. Et donc c'est une notion qui est relativement forte et qu'il est important de pouvoir satisfaire. Alors, on pourrait se dire que finalement, à partir de chiffrement classique, on peut faire du chiffrement fonctionnel. Est-ce que c'est vraiment une notion beaucoup plus forte, le chiffrement fonctionnel ? Finalement, pas totalement beaucoup plus fort, puisqu'à partir d'un chiffrement classique, on peut fabriquer un chiffrement fonctionnel simplement en faisant plein de clés de chiffrement pour toutes les fonctions. Et donc la clé publique va être la combinaison de la réunion de toutes ces clés fonctionnelles. Et quand moi je veux chiffrer un x, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais le chiffrer avec toutes les clés publiques. Et finalement, vous aurez virtuellement tous les f de x qui auront été chiffrés également. Et si vous me demandez une clé fonctionnelle spécifique, je vous donnerai la clé secrète associée à cette fonction f. Et ça vous permet de déchiffrer. L'inconvénient ici, c'est que même pour chiffrer un petit x, le chiffré va être énorme, puisque le chiffré va être composé de plein de chiffrés. Ça va être linéaire en la taille de l'espace des fonctions que je vous autorise à évaluer. Donc si cet espace de fonction est grand, finalement ça c'est pas réaliste. Et donc un exemple concret pour vous illustrer une application du chiffrement fonctionnel. Oula, pourquoi ça avance tout seul ? Alors l'exemple concret, c'est vous avez vous imaginez les relevés de notes pour des étudiants. Donc la seule chose qu'on va stocker dans la base de données, c'est bien sûr toutes les notes de tous les étudiants, année par année, matière par matière, etc. Donc ça, c'est la chose que l'on veut stocker dans une base de données de façon chiffrée. Mais ensuite, on aimerait également pouvoir permettre de faire des agrégations, donc c'est exactement ce que j'évoquais tout à l'heure, des moyennes par étudiant, des moyennes par classe, des moyennes par matière, des moyennes par année, etc. Et permettre à ces étudiants d'avoir aux étudiants, aux enseignants, aux responsables des établissements, etc., d'avoir accès à ces données agrégées. Et donc là, on remarque que finalement, à partir uniquement du tableau initial, ce que je vais appeler la table des notes de base principale, on peut dériver toutes les autres. Et simplement, après, en ayant des pondérations, des moyennes qui vont s'effectuer sur la table initiale. Et donc, on peut se rendre compte que ça n'est finalement que permettre des produits scalaires sur la table initiale. Et donc, toutes les cellules des tables dérivées, qui étaient les dérivées par classe, par matière, par élève, etc., sont des combinaisons linéaires des notes de la table principale. Donc, si on voit que les CI, qui sont les cases des cellules dérivées, le vecteur AI, si c'est le vecteur des coefficients publics, qui seront les pondérations pour obtenir les moyennes par classe, par élève, etc. Et le B, c'est la table initiale qui, elle, est chiffrée. Et donc, si on est capable d'effectuer l'opération F
sur les données chiffrées dans B, enfin les données de B chiffrées, si on arrive à les obtenir de façon de fournir des clés fonctionnelles qui feraient ce produit scalaire, eh bien on permettrait ainsi de diffuser aux personnes autorisées de distribuer uniquement les clés fonctionnelles qui vont bien en fonction de leur droit d'accès dans cette base de données, à accéder à la moyenne de la classe, à la moyenne, etc. Alors, je vais passer là rapidement, mais l'approche que l'on a utilisée dans notre solution qu'on a proposée l'an dernier repose sur du chiffrement Elgamal, comme l'a évoqué Damien. Donc, c'est un des mécanismes de chiffrement qui est multiplicativement homomorphe. Alors nous, on a besoin plutôt d'additivement homomorphe et donc une méthode classique pour le rendre additivement homomorphe, puisqu'en fait, on travaille dans un groupe multiplicatif grand G. Si on travaille avec G puissance M, où M, là, cette fois-ci, est notre message, bah, la multiplicativité des éléments du groupe est transformée en une additivité dans les exposants. Alors le simple inconvénient, qui peut être non négligeable dans certains cas, c'est que lorsqu'on a déchiffré les données, lorsqu'on effectue le déchiffrement fonctionnel, bah, la moyenne, on n'obtient plus la moyenne directement, on obtient G puissance la moyenne. Alors si vous savez comment fonctionne et sur quoi repose la sécurité du Elgamal, vous pourriez dire, bah, on a un peu une contradiction, puisque le chiffrement Elgamal, la sécurité, repose sur la difficulté de calculer des logarithmes discrets. Et donc là, moi, je vous demande à la fin justement de calculer un logarithme discret pour réextraire le message clair. Bah, si le message clair est relativement petit, on arrivera à calculer le logarithme discret de façon relativement efficace. Et donc ça ne contredira pas du tout la sécurité du chiffrement Elgamal. Donc là, je décris même complètement le mécanisme, mais je vais pas le détailler plus que ça, juste que la clé fonctionnelle étant un produit scalaire également, et on voit qu'on peut déchiffrer à partir de la base de données initiale, de la table principale complètement chiffrée. Je vous donne une clé fonctionnelle spécifique, SKI, et ça vous donne le pouvoir d'obtenir une cellule bien spécifique des tables dérivées. Et donc les notes sont chiffrées dans la table principale, elles sont donc non directement accessibles par les individus. On peut enrichir cette table de façon dynamique, puisque les clés fonctionnelles ne dépendent pas du tout des données qui ont été stockées. Donc contrairement par exemple au chiffrement que j'avais fait tout à l'heure, à partir d'un schéma de chiffrement de base, si je veux rajouter des données, il faut que je les rechiffre avec toutes les fonctions. Si je rajoute des fonctions, il faut que je rechiffre mes données. Là, ici, je peux indépendamment enrichir la base de données et indépendamment enrichir le type de calcul que vous arriverez à extraire. Et donc pour n'importe quelle combinaison linéaire souhaitée que je peux vous autoriser à obtenir, je générerai le SKI qui convient. Et donc, comme je le disais, on peut le générer de façon dynamique et indépendamment de l'évolution de la base de données. Donc aussi bien les clés fonctionnelles que la base de données elle-même peuvent évoluer de façon dynamique. Donc, comme je le disais, cette clé fonctionnelle ne permet que de calculer CI et ne laisse fuir aucune autre information sur les autres cellules. Donc on a obtenu ici une confidentialité by design, donc où le prestataire qui lui stocke les données, finalement il a uniquement la base de données principale stockée, chiffrée, et il n'a rien d'autre, il ne voit rien d'autre passer. Maintenant, c'est par un autre biais que vous donnez les clés de déchiffrement fonctionnel aux personnes à qui vous voulez donner accès à certaines données, et seuls eux auront accès à ces données agrégées. Donc le chiffrement fonctionnel, pour conclure, met à disposition des données confidentielles, autorise les mises à jour, comme je l'ai évoqué, permet des extractions partielles à la demande. En pratique, donc ça c'est de façon générale ce que ça permettrait de faire. En pratique, on a des instanciations efficaces pour faire des contrôles d'accès, chiffrement basé sur l'identité, basé sur les attributs, broadcast, etc. Mais pour faire des calculs effectifs, pour le moment, la seule chose que l'on sait effectivement calculer sont des produits scalaires. Alors, maintenant, on se dit que le produit scalaire, c'est quand même une primitive assez importante, donc on essaie de voir comment on pourrait l'appliquer, notamment dans la classification, puisqu'il y a des méthodes de machine learning et de décision qui sont basées sur de simples produits scalaires, mais bon, c'est pas forcément dans les mêmes espaces que ceux qu'on manipule. Et après, il y a des notions de maximum à calculer que là, on ne sait pas faire.
Alors des extensions qui ont été faites par la suite, donc des notions de sécurité plus fortes qui ont été proposées à plusieurs niveaux, soit des modèles plus forts, soit des hypothèses plus faibles, puisque si on arrive à reposer sur des hypothèses plus faibles, et notamment sur des hypothèses qui résistent à l'ordinateur quantique, comme l'évoquait tout à l'heure Damien, et comme en parlera probablement, enfin même certainement tout à l'heure Antoine. Donc ce que je vous ai présenté, c'était la construction de base, mais il y a eu des améliorations dans plusieurs directions. Et aussi une autre propriété qui a été proposée par certains chercheurs, c'est la possibilité de cacher la fonction qui est calculée, c'est-à-dire que la clé fonctionnelle que je vous donne, elle peut être non pas liée à une requête spécifique de fonction que vous me demandez, mais moi je vais vous donner une clé fonctionnelle, vous ne savez pas quelle fonction elle évalue. Mais elle vous permet d'évaluer une donnée agrégée et vous ne savez pas quel type d'agrégation. Ce qui peut être utile quand on parlait tout à l'heure de données de prédiction médicale ou ce genre de choses. Peut-être que le type d'évaluation qui est effectué peut avoir une certaine valeur commerciale aussi. Et donc on peut vous permettre de faire les calculs, mais surtout ne pas laisser fuir le type de calcul que j'effectue. Alors juste pour finir, je voulais revenir un petit peu aussi sur la dualité interactif-non interactif, parce que comme pour le chiffrement complètement homomorphe, le chiffrement fonctionnel est par essence non interactif, c'est-à-dire qu'on envoie des données chiffrées dans le cloud et l'utilisateur il n'intervient plus vraiment dans la manipulation des données. Pourtant, le cloud, par définition, est d'accès permanent avec des interactivités possibles avec l'utilisateur. Et donc, donc je ne vais pas redétailler plus, mais c'est ce que Damien a évoqué tout à l'heure, la multi-party computation. Donc, rajouter un peu d'interactivité, ça permettrait... Alors là, ce que j'illustrais, c'est quand on a un tiers de confiance en qui on fait entièrement confiance, c'est tout à fait imaginable que chacun envoie ses inputs à ce tiers de confiance fait les calculs et renvoie à chacun les résultats qu'il est censé obtenir. En pratique, la multi-party computation, c'est effectuer cette même fonctionnalité, c'est-à-dire de permettre à des individus de mettre en commun leurs inputs, d'obtenir des résultats en sortie, sans avoir aucune information sur les inputs des autres et sans faire appel à un tiers de confiance. C'est ce qu'on appelle le calcul multipartite sécurisé. Et donc on peut imaginer, on peut espérer notamment avoir du chiffrement fonctionnel plus riche grâce à ceci, mais donc ça veut dire rajouter un petit peu d'interactivité et du chiffrement homomorphe peut être aussi plus efficace. Certaines étapes qui sont très coûteuses de façon totalement non interactive peuvent-elles être améliorées, rendues plus efficaces avec un petit peu d'interactivité. Alors il est quand même toujours aussi important de bien penser que si on rajoute de l'interactivité, il ne faut pas non plus que ce soit un trop grand nombre d'échanges, puisque là on a le problème de la latence sur le réseau qui contrebalance le gain en temps de calcul. Donc il faut que globalement on y gagne. Donc voilà pour mon exposé. Merci pour votre attention. Merci David. Des questions dans la salle ? Bonjour David, merci pour l'exposé. Il y a quelques mois, on avait parlé dans un autre colloque de la possibilité de, je ne sais pas si la traduction est la correcte, searchable encryption, recherche chiffrée, je ne sais pas si c'est le bon terme. Et donc j'avais eu l'impression que tu ne croyais pas vraiment à la possibilité peut-être de l'utiliser dans un scénario cloud, peut-être que je me trompe. Mais je vois maintenant que dans cet esprit de chiffrement fonctionnel, on est dedans dans cette notion de recherche chiffrée. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu plus ? Oui, donc en théorie, on a ces solutions-là. Donc searchable encryption, alors je ne sais plus trop ce qu'était le sujet à l'époque, mais s'il s'agit de retrouver des mots-clés dans des chiffrés ou des choses comme ça, on a des techniques de searchable encryption. Peut-être que on parlait plutôt de recherche d'interrogation de bases de données chiffrées, private information retrieval. Alors là, donc le problème là, il est que d'un point de vue théorique, functional encryption peut résoudre ce problème-là, bien évidemment. Par contre, le coût sera énorme puisque à partir du moment où on veut que le cloud ne sache pas, la base de données ne sache pas quel champ on va toucher, ça veut dire que l'opération qui va être faite côté... alors justement, là cette fois-ci, ça va être la clé qu'on va obtenir, elle va être obligée de manipuler tous les chiffrés. Donc il va falloir qu'on rapatrie tous les chiffrés et qu'on fasse un calcul monstrueux sur tous les chiffrés. Donc après, là ici, ça semble
Là, je n'ai pas du tout parlé de quelle était la quantité d'informations qu'il fallait rapatrier et les calculs qu'il fallait effectuer. Donc là, par exemple, pour les données de moyenne, agrégées, etc., en fait, il faut rapatrier toute la base de données chiffrée. Ou en tout cas les cellules qui interviennent dans la pondération de la moyenne qu'on veut effectuer. Donc tant qu'on sait si justement la fonction, c'est-à-dire les pondérations, les cellules qu'on va vraiment utiliser, on les connaît, on rapatrie uniquement les chiffrés utiles. S'il s'agit d'interroger une base de données et qu'on veut surtout pas, qu'on ne sait, enfin qu'on veut pas dire laquelle en particulier on répatrie, ça veut dire qu'il faut tout récupérer. Et donc là, c'est pas forcément réaliste. Alors, je crois qu'il y avait une autre question ici. Bonjour, Pablo Rosi. En fait, je me demandais par rapport au, c'est pas vraiment dans le cloud du coup, mais par rapport au compteur Linky là, de EDF, avec ce que je vois dans la présentation, si je comprends bien, on est tout à fait capable en fait de protéger la vie privée des gens en faisant en sorte que EDF puisse, enfin EDF ou whatever fournisseur, puisse uniquement déchiffrer soit la consommation par exemple totale sur un trimestre, soit uniquement par exemple la consommation à telle heure, mais de tout un quartier, par exemple, et pas juste d'une personne. Parce que ça, c'est les choses qui les intéressent pour faire la prévision de la production d'énergie. Et en même temps, c'est hyper gênant si on peut savoir dans tel foyer combien a été consommé à telle heure et voir le pattern de consommation, vu qu'on peut reconnaître les appareils électriques, des trucs comme ça. Oui, on pourrait imaginer que les données soient envoyées chiffrées et que, alors là, il faut aussi qu'il y ait quand même une autorité de confiance qui, sous quelle clé, enfin, qui va maîtriser la clé maître, mais après que cette autorité de confiance ne donne que des clés de déchiffrement de données agrégées à EDF, ou en tout cas à celui qui va effectuer réellement les déchiffrements. Parce qu'il faut du coup que les clés chez tout le monde soient dans la même. Il peut pas y avoir ça peut pas encore être fait avec un espèce de système asymétrique où chaque foyer ça peut être si, bien sûr. Si. Quand on va chiffrer de façon asymétrique, mais la personne qui va générer les clés fonctionnelles, il a une clé maître de déchiffrement. Ah oui, oui, évidemment. Okay. Mais sinon, le chiffrement, il est à clé publique, oui. Donc c'est vrai que là, je l'ai pas précisé, mais n'importe qui peut alimenter la base de données, effectivement. Ok, c'est vachement intéressant comme. D'autres questions dans la salle? Oui, Caroline Fontaine. Oui, bonjour. Donc, c'était pas vraiment une question, c'était pour compléter l'application du produit scalaire. Il y en a d'autres qui sont en train d'émerger aussi sur la classification de données, par exemple. Donc, il y avait par exemple, justement, dans le groupe de travail sur les données multimédia, il y avait une journée il n'y a pas longtemps sur la classification de données. Il y avait quelques exposés qui commençaient à parler de classification de données alors qu'elles sont chiffrées pour pouvoir décider à quelle catégorie elles appartiennent. Donc, c'est aussi une application. Pour compléter, c'est juste. Ouais. Non, mais donc, je l'ai mise effectivement comme application, sauf que le problème avec le produit scalaire, nous on calcule le résultat et c'est une information un peu trop importante par rapport à la classification de données. Voilà, c'est la question qu'on se pose après derrière. On aimerait avoir uniquement est-ce que ça franchit le seuil ou ça franchit pas le seuil, et là ces calculs de supérieur, inférieur, ou enfin ce que je disais, ou de comparaison, là c'est des. Ça peut dépendre du contexte applicatif, mais effectivement, du coup, il y a des applications qui émergent tout doucement.